Le cadre de mes vidéos est toujours aussi exceptionnel, je constate. Aucun effort de fait en matière de présentation à l'arrière-plan. Quand vous avez une idée de vidéo, parce que là je parle en tant que vidéaste, mais ça peut s'appliquer à autre chose. Quand vous avez une idée précise de vidéo, et que vous savez que vous allez oublier, notez-la. Ouais, ça paraît incroyable. Je sais, je mérite un prix Nobel pour ça, mais c'est parce que je ne respecte pas ma propre règle que je vous la balance. C'est-à-dire que depuis 2 mois, j'ai systématiquement 1 à 2 idées de vidéos, c'est-à-dire que je fonctionne par thème. De toute façon, vous l'avez bien compris depuis le temps que vous suivez la chaîne. J'ai une idée d'un thème et je me dis, oh là, c'est génial, j'ai plein de choses à en dire dessus. Comme je suis dans un environnement où je peux pas me permettre de faire la vidéo tout de suite, eh ben je me dis, c'est pas grave, je m'en souviendrai. Monumentale erreur. Et donc là, j'ai eu l'idée de partager un petit peu mon expérience dans la technique. Dans l'immédiateté en matière d'écriture. Aujourd'hui, on va parler de mon processus d'écriture. Pas narratif, parce que c'est autre chose, et on verra qu'il y a quand même un petit lien avec ça. Je suis sur le premier jet du premier tome du roman Fluff, qui sera le 3e bouquin que je vais sortir, parce que le 2e est toujours en attente. On va voir ça tout de suite. Voilà. Je me suis permis de mettre un petit effet flou, histoire de ne pas vous gâcher l'histoire. Alors ce que moi j'ai sous les yeux n'est pas flou par contre. Page 292, donc ça me semble tout à fait ravissant. Beaucoup de gros pavés, mais c'est normal. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que moi j'aime bien structurer mon récit avec des chapitres qui ont un nombre de pages raisonnablement, sensiblement équivalents les uns aux autres. C'est-à-dire que dans les Gawa, alors ça a pu changer parce que le premier tome des Gawa a été d'abord écrit sur un blog. Donc sachant que les blogs te permettent une mise en page complètement chaotique, pas du tout professionnelle, etc. J'en arrivais à me dire, oui, 10-15 pages le chapitre, c'est bon. Dans la réalité, on en revient à 8 à 10 pages maximum en règle générale. Dans les tout derniers chapitres du roman, il me semble que j'en arrive à même 16 pages. Parce que je commençais un petit peu à broder. Mais voilà, les Gawa, on reste sur du 8 à 12 pages, grosso modo par chapitre. Ce qui est assez bon, en vrai. Parce qu'aujourd'hui, surtout quand je regarde les livres que je lis en ce moment, t'as beaucoup de chapitres qui aiment bien s'étaler sur 5-6 pages. Et passer à autre chose. En fait, un chapitre est égal à une scène. C'est une manière, comme une autre d'ailleurs, de gérer sa narration. Pour moi, c'est chiant. Ça m'intéresse pas parce qu'en fait, si je dois faire une scène, un chapitre, vu qu'on a tendance à pas mal bouger dans mes romans, on se retrouverait avec des romans qui font 50, 60 chapitres. Bref, au bout d'un moment, ça veut plus rien dire. À la limite, tu découpes ton roman en acte 1, acte 2, acte 3, égale X au nombre de chapitres, ou alors, comme en bon vieux temps, hein, le Seigneur des Anneaux, qui avait tendance à écrire livre 1, livre 2, alors, dans un même bouquin. Tu fais bon, ok. Est-ce que ça change quelque chose narrativement? Oui, parce que de souvenir, le premier livre s'occupait de Aragorn et de sa bande, et le deuxième livre s'occupait précisément de Frodon, etc. Et entre les deux livres, t'as quelques petits liens qui te laissent entendre qu'il se passe quelque chose chez les autres personnages. Oui. Mais là encore, c'est un choix. Bah là, vous arrivez à voir le titre du chapitre 9 qui n'est pas encore totalement acté. Parce que les titres de chapitres étaient très anglicisés à l'origine. Et je préfère tout mettre en français pour bien qu'on... Pour pas être obligé d'expliquer ce que j'entends par là. D'autant que Fluff est une histoire qui tourne beaucoup au départ sur le monde, l'univers imaginaire, jeux vidéo. Ça tournait beaucoup autour du jeu vidéo au départ. Et donc fatalement, dans le monde du jeu vidéo, il y a énormément d'anglicisme. Et pour ne pas perdre les gens, je préférais revenir au tout français de bonne loi. Sauciflard. Alors, comment est-ce qu'il développe son histoire à partir de rien, ce Christian? Déjà l'idée, l'ambiance. Parce que
J'aime beaucoup les auteurs, les cinéastes, tout ce que vous voulez, qui ont déjà une ambiance en tête. C'est-à-dire, bon, j'ai une histoire à écrire. D'abord, on part du principe que, fatalement, vous avez une accroche, un petit quelque chose qui vous donne envie de raconter une histoire. Soit c'est un personnage que vous avez créé avant de créer l'histoire, soit c'est d'abord l'histoire, soit c'est le cadre, l'univers, etc. Mais de toujours décider où est-ce qu'on... Enfin, quelle sera l'ambiance? J'aime bien décrire une ambiance, d'abord. Les gawa, premier réflexe, c'est de me dire, bon, l'ambiance, ça va être très débile, particulièrement conne, mais on se rattachera en cours de route à quelque chose de plus humain, de plus sérieux, etc. Mais il faut que ce soit particulièrement con, il faut que ce soit des personnages qui se répondent en ping-pong sans arrêt. Qui se font des vannes, qui ne prennent rien au sérieux. Les gawa, humour. Ok. Et pour pouvoir écrire tout ce que je veux, humour, fantastique, science-fiction, ce que vous voulez. Voilà, ça c'est réglé. Donc l'ambiance va être très portée sur du second degré, tout ce qu'on veut. Fluff, l'ambiance, c'est un délire dystopico-futuriste. On va dire dystopique, mais le problème c'est que ça touche pas forcément à la dystopie. Il y en a un peu, disons là-dedans. Mais le départ de Fluff, ça voulait partir sur des gamins très doués en jeux vidéo qui débarquaient dans le monde des rêves, qui devenaient soudainement accessibles à tout le monde. Bon, alors qu'est-ce que ça sous-entend? C'est que les gamins qui ont des prédispositions particulières grâce à leur imaginaire parviennent à faire sien le monde des rêves, alors que des adultes, disons, très terre-à-terre, très bureautiques, très névrosés, auraient beaucoup de mal. Bon, à la limite, c'est un thème, mais c'est pas ça qui va nous permettre de justifier l'ambiance qu'il y aura dans le roman. Alors qu'est-ce que je voulais mettre dans le roman à l'origine? Bon, il y avait beaucoup de bagarres. Ça a changé depuis, hein, attention. Mais à l'origine, il y avait beaucoup de bagarres. Donc, très ambiancé, jeux vidéo, jeux de combat aussi. Donc quoi, on fait tout sur la bagarre? Non. Le thème, le fil rouge. Qu'est-ce que c'est le fil rouge du premier roman de Fluff? Bon, on découvre qu'il y a une machine, on suppose que c'est une machine, qui nous permet de nous connecter au monde des rêves. Qu'est-ce que c'est pas? Fatalement, si je répondrais tout de suite, la saga se finirait en un tome, et c'est pas le but. Le fil rouge de ce roman tourne autour des deux proto-antagonistes, j'ose dire, parce que antagonistes, on ne sait pas réellement s'ils sont antagonistes. Ce sont nos trois héros qui font leurs petites aventures tranquilles dans le monde des rêves, qui sont pris en étau entre deux grandes personnalités qui se font la guerre l'une contre l'autre pour le pouvoir. Je mets des gros guillemets, hein, c'est pas aussi caricatural, mais si je devais résumer, c'est ça. Pour le pouvoir sur la mainmise de cette machine de rêve. Donc, on va plutôt rentrer dans un délire d'enquête. Ok, enquête dit thriller, etc. Ok, donc c'est pas mal. J'arrive à peu près à voir. Donc, un délire assez gamin en surface, avec de la bagarre, et une véritable enquête qui permet à ces personnages de se remettre en question et de remettre le monde en question. Et là, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. C'est là où je voulais en venir au départ, quand il s'agissait du processus d'écriture, c'est que il est bon d'avoir l'idée de l'histoire qu'on va raconter. Alors ça, bon, évidemment, c'est une base. D'avoir quelques personnages déjà en avance dans sa tête, avec leur personnalité. L'idéal étant toujours, bien entendu, de faire une fiche personnage. Je vais vous montrer vite fait ce que j'entends par là. Voilà, bah là, on a la fiche de Gabriel Addison, qui est un de mes personnages principaux. J'ai rempli tout ça. Et je n'en tiens absolument pas compte, parce que je suis un gros débile. J'ai réécrit le personnage de zéro, donc il y a certainement plein de choses à revoir dans cette fiche de personnage. Mais en gros, plein de petits détails. L'apparence, l'habillement, la santé, la date, le lieu de naissance, ses opinions, est-ce qu'il a un casier judiciaire,
les hobbies, son éducation, le CV global du personnage, et enfin, bien entendu, la biographie, très important, pour qu'on sache à peu près où est-ce qu'on va aller avec ce personnage. Je précise encore une fois que ce que je vous donne là n'est pas une série de conseils ou quoi que ce soit, je vous donne mon expérience personnelle pour que vous fassiez une idée. Voilà, si vous avez l'intention d'écrire vous-même vos propres histoires, il n'y a pas un seul modèle, il n'y a pas une seule manière de raconter des histoires, bien entendu. Moi, je peux partir d'une idée, d'une ambiance, parfois de simples musiques qui me tiraillent, peuvent suffire à écrire une histoire. Il y a eu le cas du passeur, qui sera le second roman que je publierai bientôt, qui lui m'a été inspiré par je veux mon propre Seigneur des Anneaux, ok, on garde un truc comme ça en tête, bon. Je pars de quelle base à l'origine? Est-ce qu'il y a une histoire que je ne pourrais pas raconter dans une de mes sagas et qui pourrait faire un one-shot? Ah bah oui, il se trouve que il y a tel passage de la vie d'un de mes personnages principaux qui est laissé sous silence, disons, entre deux volumes importants de la saga. Je pourrais me permettre d'écrire une aventure solo avec ce personnage. Ah d'accord, ouais, pourquoi pas, ok. Mais du coup, ça, le Seigneur des Anneaux, ah bah, on le fait vivre une aventure de type Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire compagnie d'aventuriers, etc. Ouais, d'accord. Mais comment justifier la fin de cette histoire, parce que la fin de cette histoire est déjà écrite, techniquement, dans ta tête. Ok, bon, bah déjà, tu fais en sorte que les bons personnages survivent à la fin. Ouais, bon, c'est une base, ok, mais ensuite... Ah, la quête, tu me dis, la quête. Et bah déjà, il va obtenir ce pouvoir-là, qui est censé avoir tout le long de la saga. Oui, bon. Et du coup, le monstre, l'antagoniste, c'est qui? Ah, bah l'antagoniste, c'est l'archétype du dragon qui cache son trésor. Ok. Pourquoi il fait ça? Ah, tu me demandes de créer un univers dans l'univers? Bah écoute, ça va pas être compliqué, voilà. Gros méchant veut tuer tout le monde. Ouais, mais du coup, l'univers, ça ressemble à quoi? Ouais, bah attends 2 secondes, je vais peut-être commencer à travailler mes personnages secondaires avant, hein? Je vais peut-être me faire une petite compagnie d'aventuriers, un truc un petit peu plus original que des elfes et des nains? Ouais, on part là-dessus? Ouais, bien, donc que des humains, voilà, ouais. Parce que je les emmerde, un bout d'un moment, ils sont chiants avec toujours les mêmes caricatures. Donc, caricature, tiens, je vais mettre un personnage handicapé mental, ça va être rigolo. Tiens, je vais mettre un archer, mais l'inverse de Legolas, c'est-à-dire il est absolument pas sûr de lui et il fait pas des cabrioles sans arrêt. C'est même plutôt celui qui fait le petit chef, mais qui a une vie de merde et du coup qui a beaucoup de problèmes personnels et qui se remet en question sans arrêt. Ah bien, il y a un truc à faire. Ah, il me faut une femme. Tiens, il y a une petite merdeuse là. Qui veut jouer à Tony Stark, mais le problème c'est qu'elle vit dans un trou paumé et du coup elle a pas les moyens de faire son Tony Stark. Ok. Et ses parents sont morts. Ouais, c'est pour le côté super-héros comme ils aiment bien. Il y a toujours des morts chez les parents des futurs super-héros. Mais du coup, pour faire prendre de l'élan à ce personnage féminin, ah bah lui faut un maître. Un maître qui va lui apprendre la vie et qui va mourir. Ok, c'est bon, c'est parti. Allez, on enchaîne. Il n'y a pas de nécessité de se prendre la tête à réfléchir 10 ans sur comment est-ce qu'on va écrire nos personnages. Parfois, c'est juste des idées à la noix qui interviennent dans le processus, parce que tu dis, bon, il me faut tel type de personnage. Parfois, tu peux même partir d'un caractère, juste d'un caractère, un trait de caractère, pour écrire tel ou tel personnage. Et parfois même tu vas changer parce que tu auras trouvé un personnage... Et parfois tu vas changer parce que tu vas trouver un personnage tellement bon que ce personnage tertiaire, voire de 4ème, 5ème plan, va devenir un personnage de premier plan par la suite. Ça aussi, faut se laisser la liberté et c'est un des messages les plus importants que je voulais faire passer dans cette vidéo. C'est que... Bon... On vous dira toujours sur les vidéos d'écriture, comment composer avec votre univers, etc. Oui, vous êtes soit un architecte, c'est-à-dire que vous calculez tout à l'avance, soit vous brodez au fur et à mesure, vous n'en avez rien à foutre, et ça passe. Non.
Moi, je considère qu'il n'y a aucun des deux qui soit vraiment pertinent parce qu'il y a forcément un équilibre à avoir à un moment donné. C'est-à-dire, tu peux pas te dire, selon moi, à moins que vous soyez d'immenses génies incompris et que votre méthode est immédiatement la bonne, que toutes vos idées sont immédiatement les bonnes. Moi, je pratique le montage vidéo depuis l'âge de 15 ans. J'en ai 31, bientôt 32. Je n'ai jamais fait une vidéo exactement comme je la pensais au départ. Et les vidéos, en fait, c'est un bon moyen de se faire une idée, parce que c'est le même processus que dans l'écriture en réalité. C'est le même processus. Tu commences à faire le montage et tu dis « Oh, j'ai une idée, il faut que je mette cet insert-là. Oh, il faut que je mette un effet particulier à ce moment-là. » Il y aura comment dire, il y aura une transition intéressante à faire à ce moment-là avec un petit effet sonore, ça va être pas mal. Et puis là, il me faut choper sur internet un effet particulier pour mettre ça en fond d'écran. Bon, moi je m'en fous aujourd'hui, je m'en contrefous parce que je ne fais plus de montage travaillé, ça m'a toujours saoulé. Mais je sais par expérience que tu ne vas jamais faire exactement ce que tu as imaginé au départ. Et c'est pareil dans l'écriture. À un moment donné, t'es en plein processus. Là, voilà, je suis toujours dans le premier jet. Page 292. J'imagine que ça ira jusqu'au 330, 340, quelque chose comme ça, parce que c'est l'avant-dernier chapitre, et que je balance la purée. D'ailleurs, les chapitres de Fluff, j'en parlais tout à l'heure, sur le nombre de pages à peu près, pour se faire une idée, on est sur du 30-35 pages. Là, je suis à ma 22e, 23e page pour ce chapitre, donc bientôt à la fin. Et tant mieux, parce que il est grand temps d'amorcer le climax. J'adore ces passages-là, c'est toujours très enivrant. Donc, je sais plus où je voulais en venir. J'ai une idée de départ qui est très précise concernant la finalité de mes personnages, comment est-ce qu'ils vont évoluer d'un point A à un point Z. Comme je fonctionne sur un système d'écriture de type Gruyère, dans lequel je sais exactement ce qui va se passer à chaque chapitre, quels sont les points forts, les points principaux que je ne vais pas changer, la route, la route principale que mes personnages vont emprunter. Ça n'enlève rien que certaines scènes, et beaucoup de petites scènes, ce qui permet d'étoffer un petit peu notre roman, vont être totalement, parfois, improvisées. Totalement improvisées, afin de mettre en avant certaines difficultés, certains obstacles chez nos personnages. Et on parlait de la bagarre tout à l'heure, mais j'en ai déjà fait une vidéo, on va pas revenir là-dessus. Mais la bagarre, c'est toujours un excellent moyen de mettre en avant l'évolution de nos personnages. Bon, quand cette bagarre est justifiée. Là, dans ce roman, il y a ce qu'on appelle un tournoi entre les rêveurs. Un truc totalement cliché, hein, je veux dire, c'est difficile de faire plus cliché, convenu que ça. Maintenant, ce tournoi, il a cette particularité de se dérouler dans une période où les gens étaient le cul entre 5 chaises, parce que le roman se passe en 2013. Donc en 2013, tu as la fièvre des super-héros, t'avais encore tous les délires jeux vidéo, etc. T'avais la fièvre des cosplayers, donc tu peux rajouter les fans de manga, etc. Comme mon pote Giovanni, qui m'a d'ailleurs inspiré le personnage de Gabriel Addison. Et il y avait encore aussi un sous-groupe, disons, qui adorait tous les trucs de shooting. Comment ça s'appelle ? L'airsoft. Voilà, c'est ça, l'airsoft. Oui, alors c'est des activités complètement différentes les unes les autres. Mais il y a moyen de tout assembler dans un énorme melting pot et faire en sorte que des personnes qui n'ont absolument rien à voir ensemble se retrouvent sur le même champ de bataille et se foutent sur la gueule. Et au milieu de ça, tu mets des vraies personnes qui ont des vraies activités difficiles, genre des militaires, des assassins,
des meurtriers dans cette même configuration. Et là, tu vois, ah, c'est bizarre, il y a des personnages qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres pour abattre certains autres. Je me demande comment ils ont fait. C'est quoi leur véritable vie à l'extérieur? Du coup, ça nous permet déjà de développer une partie de cet univers, ça nous permet d'expliquer certaines choses, de comment est-ce que ça se passe, que le fait... en fait, ça change complètement les rapports entre les humains, dans le sens où la réalité n'est pas à mettre en porte-à-faux avec le monde des rêves, qui est considéré comme une fiction totale. Parce que la réalité influe sur la fiction, et si vous êtes capable de faire des cabrioles dans le monde réel, vous y arriverez parfaitement dans le monde des rêves. Et accessoirement, voilà, si vous êtes capable de faire tomber la foudre dans le monde des rêves, eh ben, vous faites pas tomber la foudre dans le monde réel, donc quelque part ça aura beaucoup moins d'impact si vous la balanciez contre quelqu'un. En fait, il y a le pouvoir de l'imaginaire, le pouvoir de la conviction, le pouvoir de plein de choses qui peut être assemblé dans un énorme truc, ce qui nous permet de proposer des combats qui sont assez haletants, assez rigolos, parfois, et quand il y a un suspense à mettre, bon, mes personnages sont soit trop puissants, soit ne sont pas sûrs d'avoir leur place dans cette histoire, et ils vont participer à un tournoi. Bon, le personnage qui est trop puissant, on va lui mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire, on va faire savoir à tout le monde que ce personnage est trop puissant, celui-là il a triché. Donc en fait, allez-y, le premier qui le tue aura le droit à un bénéfice quelconque pour les prochaines phases du tournoi. Bon, donc déjà le personnage trop puissant, il est ramené à la baisse, ce qui fait monter la sauce, ce qui fait monter le suspense, toujours intéressant. Et enfin, les deux personnages qui ne sont pas du tout sûrs de ce qu'ils font, ils se rappellent qu'ils ont quelque chose d'important à faire avec ce troisième personnage, qui lui est beaucoup trop puissant. Qu'en fait, je traduis sans vous gâcher, parce que j'utilise des métaphores exprès pour pas vous gâcher l'histoire, mais si le personnage trop fort se fait tuer au moment du tournoi, les deux autres personnages voient leur rêve complètement foutu en l'air. Donc, ils sont obligés de s'allier, alors que c'était pas prévu au départ. Et le premier personnage, qui est évidemment très puissant et snob tout le monde, se voit dans une position où il est obligé d'accepter l'aide de ses deux camarades. Et on arrive à créer à partir de là des liens entre les personnages qui vont être mis à mal, parce que j'adore torturer mes personnages. Mais c'est un tout. Et ça, ce que je vous raconte, je ne l'avais pas prévu au départ. Ce que j'avais prévu, c'était, bon, phase 1 du tournoi, bon, je peux vous gâcher ça au moins, ce sera un massacre massif, voilà, ce qu'on appelle une battle royale, c'est-à-dire chacun pour sa peau, et les derniers survivants, au temps imparti, disons, auront le droit d'être qualifiés pour la seconde phase du tournoi. Basique. Donc, le scénario, c'était, mes trois personnages sont en vie à la fin. Tout bête. Comment tu brodes avec ça? C'est un peu trop général comme truc. Donc il faut trouver de l'enjeu. Et pour trouver de l'enjeu, voilà, c'est comme j'ai décrit, tu trouves un moyen de mettre des obstacles à la hauteur de tes personnages. Et de par ces obstacles que tu mets sur tes personnages, très souvent tu te dis, oh, il y a une artère supplémentaire qui vient se rajouter à ce système sanguin qu'on appelle le fil rouge. Tu peux rajouter des nouveaux éléments pour rendre ton histoire beaucoup plus intéressante en réalité, en rajoutant des obstacles. C'est ça que j'aurais à reprocher, disons, ceux qui disent oui, une histoire ça se fait comme ci, comme ça et pas autrement. Pas toujours. Tu peux aussi considérer ton histoire comme un gros jeu de rôle et te laisser porter par tes personnages, par les obstacles qu'ils ont sur la route et par leur réussite comme par leur défaite. Car c'est comme ça que tu vois tes personnages évoluer et à la fin tu te dis bon, on arrive de manière logique à la conclusion que j'avais prévue au départ. J'ai généralement très peu de temps pour écrire parce que je travaille à côté et que voilà, 1 page et demie, 2 pages par jour, c'est déjà très bien pour moi, sachant qu'il y a pas mal de dialogues. En général, je fais du scène à scène et entre les deux, il y a certains dialogues qui me font pousser vers quelque chose que je n'avais pas prévu, qui peut créer une sous-scène qui va davantage développer les relations entre les personnages. Bref, c'est un tout.
C'est un tout, et je vous laisse libre de votre méthode d'écriture. Testez des choses, hein, après tout. C'est toujours comme ça qu'on apprend à raconter des histoires, tester des choses. Et moi je vous dis à tantôt pour de nouvelles aventures.